Bonjour, Yassir Kazar, fondateur de Yogosha. Bonjour. Pour commencer, une question très simple. Okay. Yogosha, c'est quoi? Alors, pour la petite histoire, Yogosha vient du japonais. Ça veut dire défense ou défenseur. Et c'est un peu la promesse qu'on fait à nos clients aujourd'hui. Combien d'années d'existence? Combien de personnes qui travaillent dans l'équipe? Alors aujourd'hui, le projet a été lancé fin 2015, donc ça fait bientôt 2 ans et demi que l'aventure a démarré. Et aujourd'hui, on est 12 personnes dans l'équipe, bientôt 15, avec 3 personnes qui vont rejoindre l'aventure dans les mois qui viennent. Tu es vraiment sur un projet qui est assez particulier. Explique-nous déjà ce que tu fais concrètement, puis j'imagine qu'il y a eu des tas de freins à l'entrée. Oui, c'est clair. Alors nous, Yogosha, ce que c'est une plateforme qui permet à des entreprises de rentrer en relation avec une communauté d'experts en sécurité, d'éthical hackers à travers le monde. Et à travers notre plateforme, ils vont demander à cette communauté de tester tout ce qu'ils exposent en ligne. Applications mobiles, sites web, extranet, API, tout ce genre de choses, avec un business model assez intelligent et assez honnête de notre point de vue, où en fait les entreprises ne payent que pour la faille détectée. Donc en gros, si notre communauté ne trouve rien, l'entreprise n'a rien à payer. Et effectivement, vu le sujet, la cybersécurité, il y avait pas mal de freins à l'entrée. C'est quoi ces freins justement? Le premier et le plus important, c'est celui de la peur ou de la confiance. Ça dépend de comment on le voit, c'est-à-dire les clients se posaient la question de pourquoi ou comment on ferait confiance à une communauté d'individus quelque part à travers le monde qui vont venir regarder nos systèmes d'information. Alors nous, la réponse, elle a été assez structurée, c'est qu'on a mis un process en place qui commence par d'abord une validation de la réputation du chercheur. On va valider son identité à travers un tiers de confiance qui a ce qu'on appelle des équipes de KYC qui vont valider le compte bancaire, l'adresse, le nom, le prénom. Donc c'est quelque chose de transparent pour nos clients. Et on a aussi des tests en ligne qu'on fait passer à notre communauté pour valider leur expertise technique. Et puis enfin, on a bien entendu un contrat cadre qu'on signe avec le client et un système de notation continue où les clients vont noter régulièrement ce que font les chercheurs. Quand on met tous ces éléments bout à bout, ça a permis de créer une confiance auprès des premiers clients qui ont voulu tenter l'aventure Yogosha. Et puis après, l'histoire s'écrit d'elle-même parce qu'une fois qu'on arrive à démontrer la pertinence, on duplique un peu l'exercice avec d'autres entreprises. Avec ton entreprise, justement, je dirais que tu disruptes un modèle économique déjà bien implanté. Quand on est sur un secteur aussi sensible, où on n'aime pas forcément qu'on bouge les choses, c'est quoi ta méthode quand tu vas voir des entreprises pour justement, on va dire, les rassurer dans un premier temps et faire en sorte qu'ils acceptent de travailler avec toi? Alors, effectivement, je mettrais le mot disrupter entre guillemets, parce que ça veut dire beaucoup de choses. C'est vrai que nous, on ne pousse pas le vice jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on n'ouvre pas de manière sauvage à n'importe qui, puisqu'on a regardé d'autres plateformes sur ces dernières années, que ce soit dans la cyber ou autre, cette idée d'ouvrir à n'importe qui a ses limites et trouve ses limites assez vite. Donc on est quand même assez sélectif en fin de compte et on a plutôt un modèle fermé. Maintenant, comment on fait pour aider les entreprises à franchir le cap? Alors j'ai dit bien entendu, il y a toute la partie process, mais il y a aussi tout un accompagnement avec les clients qu'on met en place, qui commence par identifier déjà les bons interlocuteurs chez l'entreprise, qui vont bien entendu être les sponsors, identifier les périmètres les plus pertinents pour dire ce périmètre-là, ça vaut la peine d'être testé, celui-là, ça ne vaut pas la peine. Je donne un exemple très simple. Si on prend un site web statique, c'est-à-dire il n'y a pas de base de données derrière, il n'y a rien, c'est juste une page HTML, clairement, les chances qu'on trouve des failles très intéressantes et très minimes. On prend par contre une application mobile qui est téléchargée des millions et des millions de fois avec énormément d'interfaces et de bases de données utilisateurs. Là, il y a un réel intérêt pour l'entreprise. Donc il y a ce point-là. Et puis aussi quelque chose qui a été pour nous très important, c'est qu'on prend le contre-pied de certaines démarches commerciales dans le monde de la cyber qui travaillent par la peur. C'est-à-dire, on va faire peur aux clients pour qu'il achète un produit. Nous, c'est totalement le contraire. C'est-à-dire que typiquement, ce qu'on va dire aux clients, c'est qu'on embarque ces équipes de développement. Donc les gens qui ont travaillé à développer, on va les embarquer dans l'aventure. Ils auront accès à tous les rapports dès le début. Et l'idée, c'est de leur dire, on vous assure un transfert de compétences. Et l'idée, c'est que vous progressiez. L'idée, c'est que vous ne reproduisiez pas les mêmes erreurs et que vous puissiez apprendre auprès des meilleurs, c'est-à-dire des gars qui sont extrêmement pointus pour trouver des failles. Voilà à peu près la petite recette qu'on met en place, c'est-à-dire et qui permet de, quelque part, de continuer de construire cette relation de confiance à travers de la transparence, à travers de l'implication, de l'inclusion des différentes personnes clés dans un projet cybersécurité.
Notre hôte du jour, la FDJ, c'est quand même plusieurs millions aussi d'utilisateurs, donc c'est particulièrement sensible. J'aimerais que tu nous racontes les premières étapes, au moment où vous êtes rencontrés, comment vous avez initié la collaboration et mis en place justement tout ce système. Alors l'aventure avec la Française des Jeux a été très particulière parce que la rencontre s'est faite dans un terrain qui n'était absolument pas, ou qui n'avait pas du tout vocation à être business. Il n'y avait pas du tout de volonté de business. Il y avait un projet de mentorat qui était mis en place où j'ai eu l'occasion de rencontrer Xavier Etienne, qui est le responsable de toute l'innovation au sein de la Française des Jeux. L'idée, c'était qu'auprès de Xavier, moi j'avais des petits problèmes d'entrepreneurs, de chefs d'une petite start-up. J'avais besoin de gens qui avaient de recul pour partager avec eux, ne serait-ce que discuter, avoir ses conseils. Et lui, inversement aussi, il y avait une forte volonté au sein de la Française des Jeux de travailler avec des startups, de voir comment ça marche, un peu de regarder c'est quoi cette agilité dont on parle chez les startups. Donc la rencontre a vraiment démarré comme ça. Et moi, j'ai partagé bien entendu des problématiques sur lesquelles Xavier m'a fait énormément de retours, m'a permis de prendre pas mal de recul sur pas mal de sujets. Et inversement, moi, en décrivant ce qu'on faisait, Xavier m'avait expliqué que c'était quelque chose qui faisait parfaitement sens pour la Française des Jeux, parce que la Française des Jeux avait énormément investi dans l'open innovation. Je pense qu'on voit régulièrement ce que fait la Française des Jeux. Et donc, du coup, le fait que l'IT devienne agile, peut-être trop agile par rapport à des méthodes de cybersécurité qui, elles, ont besoin de durée, de temps. Il faut attendre 6 mois pour qu'une opération se déclenche. Donc du coup, il m'a dit, écoute, c'est intéressant parce que du coup, a priori, avec ta démarche, on peut tester rapidement, efficacement, plus largement des choses que nous, on va développer à la volée. Donc c'est comme ça qu'on s'est dit, ça serait intéressant de faire un test, un premier test. Et on a à peu près suivi ce que je te décrivais juste avant, c'est-à-dire cette idée de dire... définir quel va être le premier périmètre qui va être le plus pertinent, identifier les bonnes personnes, les embarquer, bien cadrer le premier exercice et puis les lancer. Et puis on a eu les résultats qui sont tombés dans les 2-3 premiers jours et sur lesquels je pense qu'aujourd'hui on est assez content de ces premiers résultats et on va poursuivre l'aventure. Une des principales craintes quand on est une start-up comme YogaChat et quand on commence à travailler avec un grand groupe, c'est le temps. Oui. C'est de savoir combien de temps ça va prendre entre le moment où on échange sur ces super idées et le moment où ça va être concret. Alors, quand on est sur des problématiques aussi sensibles que les vôtres, j'imagine que le temps est encore plus étendu. Et pourtant, de ce que tu m'as dit quand on s'est rencontrés la première fois, c'est que finalement, le laps de temps entre les échanges et l'application n'était pas si long que ça. Explique-nous. Écoute, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui expliquent, mais c'est vrai, c'est vrai que pour nous les startups, 6 mois pour nous c'est une éternité. Là où pour un grand compte c'est une formalité. Donc il y a toujours ce paradoxe de l'échelle du temps, c'est une épée de Damoclès qu'on a toujours sur la tête. Mais de manière générale, il y a un contexte favorable à la cybersécurité. Tu as vu que par exemple il y a la GDPR, qui pose énormément de questions à toutes les entreprises et qui fait que tout le monde se pose la question de la cyber de manière assez intense et que c'est des sujets qui commencent à remonter au niveau du COMEX. Donc il y a déjà un ensemble, voilà, j'ai envie de dire un momentum qui fait que la cybersécurité prend tout d'un coup une importance vitale. Mais c'est vrai qu'au sein de la Française des Jeux, je me suis rendu compte qu'ils avaient une équipe autour de l'Open Innovation qui était assez percutante. C'est-à-dire qu'ils avaient la capacité très rapidement à mettre les bonnes personnes en relation, d'ouvrir les bonnes portes. Et je pense que c'est ce tout-là qui a fait que, entre le fait qu'il y ait ce momentum, le fait qu'il y ait les équipes de l'Open Innovation qui ont développé des circuits de communication qui font qu'ils vont aller chercher rapidement le projet, et puis surtout cette politique d'Open Innovation, elle est soutenue au plus haut niveau de la Française des Jeux. Ça a fait que pour nous, entre le temps où on a commencé à discuter et le temps où l'expérimentation a été lancée, ça s'est fait en 5 mois, ce qui est de l'ordre du miraculeux. C'est extrêmement rapide. Et puis pour moi, personnellement, du coup, j'ai été assez bluffé parce que de l'extérieur, on peut avoir l'image de la Française des Jeux, le gros mastodonte qu'on ne pourra jamais faire bouger. Et pourtant, on se rend compte en fin de compte que de plus en plus de grands comptes ouvrent les vannes et s'équipent en interne. Ils s'appuient aussi sur des structures pour les aider, pour ouvrir des vannes sur des sujets et gagner en agilité. Chez Madines, on est observateur justement de ces collaborations. On nous fait relativement beaucoup de comptes rendus sur ces démarches. Je suis plutôt impressionné de savoir la vitesse avec laquelle vous avez bossé ensemble. Si on devait dégager, tirer des enseignements, des conseils qu'on pourrait donner
et à des startups qui demain bosseront avec la Française des Jeux et aussi aux startups qui bosseront tout simplement avec d'autres grands groupes, ce serait quoi ces 2-3 conseils que tu tires justement de ces 5-6 mois de collaboration intensive? C'est toujours difficile de donner des conseils comme ça en 2-3 points parce qu'il y a du contexte, il y a ce genre de choses. Je pense que ce qui est important, 2 points. Il faut absolument s'assurer qu'on a la bonne personne, le bon sponsor en interne, quelqu'un vraiment qui est capable de pousser le sujet et qui a la main peut-être sur les leviers pour capable d'aller chercher les bonnes personnes. Donc ça, je pense que c'est un premier point. Le deuxième point, il faut assumer sa valeur. Il faut assumer ce qu'on apporte à un grand compte et ne pas brader sa solution. Depuis qu'on a démarré, nous en tout cas à Yogosha, on n'a jamais fait de POC gratuit. À chaque fois, même quand on faisait des POC, c'était quelque chose de payant parce que c'est un travail, parce que c'est quelque chose. Et je pense que quand il y a un coût associé, l'entreprise perçoit une valeur et du coup, elle attend aussi un retour sur investissement. Et malheureusement, ce qui n'a pas d'argent, quelque part, n'a pas de valeur, en tout cas dans le monde de la relation entre grands comptes et grandes entreprises. Donc je pense que c'est le deuxième piège, c'est de croire qu'en faisant quelque chose de gratuit, on va accélérer. Je pense qu'on fait totalement l'effet inverse. En faisant quelque chose de gratuit, on donne l'impression que même nous, on brade notre solution. Et du coup, ça reste une relation commerciale en plus. Exactement, exactement. Donc il faut l'assumer. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut assumer. Voilà. Cette relation, elle est plutôt récente. Oui. Qu'est-ce que tu attends, qu'est-ce que tu espères pour la suite dans cette collaboration avec la Française des Jeux? Alors pour la suite, je vais quand même garder la tête sur les épaules. On va avoir une deuxième expérimentation qu'on va mettre en place pour travailler sur un deuxième périmètre. Et puis à terme, l'idéal, ça serait d'industrialiser notre démarche de telle façon à ce que, j'ai envie de dire, à chaque fois qu'il y a une application qui a été développée, qui a pour vocation d'arriver sur Internet, qu'elle passe par la moulinette Yogosha, de 1 pour relever rapidement des failles, faire un transfert de compétences et certainement participer au renforcement de l'image de confiance que véhicule la Française des Jeux aujourd'hui dans un monde extrêmement agile et extrêmement concurrentiel. Merci Yassir, plein de bonnes choses pour Yogosha pour la suite. Merci.